Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Et j'en suis d'autant plus heureux que j'accueille Christiane Lambert. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christiane, vous êtes présidente de la FNSEA. On le sait, on aura l'occasion de reparler de tous ces sujets juste après. Mais je tiens à rappeler que vous êtes éleveuse de porc. Pourquoi? Parce que l'Académie a féminisé tous les mots, donc vous êtes éleveuse. Oui. Bon, j'ai toujours dit éleveuse, agricultrice. Même avant que l'Académie sans attendre l'Académie. l'accepte. Alors, première question. On en a beaucoup parlé ici sur ce plateau avec la grande distribution, les producteurs, les intermédiaires. La théorie du ruissellement ne fonctionne pas. Ça dépend. Je ne suis pas normande, mais je vais vous dire ça dépend. Ça dépend des productions. Ça fonctionne sur le lait et les produits laitiers. Probablement parce que nous sommes en année 2 pour ces produits. Nous avions commencé avec la loi Sapin 2 et les négociations avaient déjà été conduites sous ce registre l'année dernière, construction des prix en marche avant. Par contre, sur les produits issus de céréales, les biscuiteries, pour les viandes, ça ne fonctionne pas. Et il y a encore des propositions à -1, -2, -3, jusqu'à -4, des propositions déflationnistes. Donc les acteurs, certains acteurs de la distribution, pas tous, mais certains ne respectent pas du tout pour l'instant ce qui a été acté dans la loi alimentation. Les représentants du gouvernement nous disent, mais attention, on va mettre en place des enquêtes avec la DGCCRF, on va mettre en place aussi une commission pour essayer de voir ce qui ne fonctionne pas. Ça va être suffisant pour mettre de la coercition? Oui, il le faut. Nous savons très bien que cette loi alimentation, c'est un nouveau code de la route pour les négociations commerciales. Le code de la route, s'il n'y a pas de contrôleurs et de sanctions, d'amendes, de PV, ça ne marchera pas. Donc nous avons besoin d'une part des batteries de contrôle qui ont été annoncées par la DGCCRF, mais aussi des sanctions et notamment d'ordonnances pour prix abusivement bas qui doit paraître le 1er avril et qui viendra sanctionner ceux qui ne respectent pas le jeu. Je sais que l'ANIA et COP de France ont fait remonter un certain nombre d'éléments. Plus de 600 entreprises ont répondu, majoritairement des PMI, PME, et qui font état effectivement de ces demandes déflationnistes. Donc la loi a été faite pour arrêter de casser 1 milliard d'euros par an en destruction de valeur dans la chaîne alimentaire. Et s'ils ne jouent pas le jeu, nous n'atteindrons pas l'objectif. Et puis côté producteur, nous nous réservons aussi la possibilité d'aller demander des comptes, qui aux industriels, qui aux distributeurs, pour faire en sorte que ça marche. Ça ne peut pas échouer. Il n'est pas question que ça échoue. Alors, oui, c'est vrai qu'en façade, c'est joli. Il y a des quick wins, comme on dit maintenant, des victoires rapides sur un segment. Lactalis et Leclerc, Danone et Leclerc, tel et tel, qui nous présentent le petit contrat qui va bien et qui permet de faire la communication positive. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce ne soit pas des segments minoritaires, mais que ce soit vraiment la grande majorité des négociations qui se passent avec cette volonté de recréer de la valeur. Moi, je salue toutes les initiatives, qu'il s'agisse de lait, de céréales ou de volailles, on en a vu, et ça fait l'objet de beaucoup de communication. La satisfaction viendra lorsque ça sera majoritairement pour l'ensemble des produits et donc l'ensemble des agriculteurs. Alors Christiane, vous savez, à quelques mètres là-bas, il y a le stand de la FNSEA. On va parler des élections. Hier soir ou avant-hier soir, c'était la fête sur le stand. C'était la fête de la victoire. Vous avez gagné? Oui, nous avons gagné. Les élections en chambre d'agriculture, c'est tous les 6 ans, donc il ne faut pas se rater. C'est un enjeu très important pour gagner la représentativité dans le syndicalisme agricole, être le syndicat majoritaire. Nous le sommes depuis toujours et nous souhaitons le rester. Mais dans le contexte actuel d'une France qui a la jaunisse aiguë, nous avions craint un taux d'abstention élevé. Nous avions craint aussi, peut-être, comme certains l'avaient dit, du dégagisme. Eh bien, c'est tout le contraire qui est arrivé. Les agriculteurs ont voté plus que pour d'autres élections politiques et ils ont augmenté le score de la FNSEA et des jeunes agriculteurs pour 2 points. 55,55% de voix favorables à nos deux organisations. C'est bien plus que certains avaient pu dire d'un effondrement historique. La coordination rurale avait dit nous allons gagner 10 à 12 chambres d'agriculture. Ils n'en ont gagné que 2, ils en ont perdu 3. Nous en avons repris 3, y compris dans des départements où ils étaient bien installés. Donc nous avons gagné sur la base d'un projet. Quelle agriculture voulons-nous? Et nous avons gagné avec une campagne de proximité et d'écoute. 97 événements ou meetings en janvier, plus de 400 événements depuis le mois d'octobre. Nous sommes allés au contact des agriculteurs et de nos adhérents. Et franchement, partout nous avons été bien accueillis. Nous comptons sur vous. Nous avons de plus en plus besoin d'être défendus et c'est le tandem FNSEA-JA qui correspond le mieux à ce que nous voulons. Vous avez maintenu le score, effectivement, mais il y a quand même un problème. Amélioré de 2 points. De 2 points, mais il y a quand même un problème d'implication. On sent aujourd'hui que les agriculteurs sont un peu déroutés.
Oui, indéniablement, nous l'avons beaucoup ressenti aussi sur le terrain. Que nous disent-ils? Nous manquons de lisibilité, il y a beaucoup d'instabilité et d'imprévisibilité. Trouvez-nous des outils de résilience et de sécurisation des exploitations. Nous manquons de revenus. Aidez-nous via la loi alimentation à aller au bout des choses. Nous manquons de reconnaissance parce qu'il y a beaucoup de critiques ou de matraquage en direction de l'agriculture. Et c'est un peu un paradoxe. Les Français nous aiment à 97%. Ils soutiennent et ils aiment les agriculteurs. Mais Dieu que certaines ONG tapent fort pour critiquer et dénigrer l'agriculture. Ça blesse les agriculteurs. Donc nous sentons, nous, une responsabilité supplémentaire, celle de présenter l'agriculture telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle est présentée par des militants qui veulent tout changer ou qui veulent plus d'agriculture ou plus d'élevage, tout simplement. Donc non au repli. Nous avons vraiment dit aux agriculteurs, la pire des choses, c'est le repli. C'est... s'isoler aussi, c'est ne plus échanger. Donc venez participer et nous allons ensemble porter cette voie-là. Et lors de ce salon, nous avons fait le choix d'être offensifs et positifs pour présenter tout ce que nous faisons bien. Et Dieu sait s'il y en a. Nous l'avons aussi fait au CIMA avec le contrat de solution pour la protection des plantes, réduction des produits phyto. Oui, nous sommes engagés, nous sommes au travail. Il nous faut des solutions et pas des interdictions. Et c'est une vraie consécration, en quelque sorte, que le ministère de l'Agriculture, au nom du gouvernement, soit venu signer le contrat de solution. Au bout de l'allée, il y a le centre du ministère de l'Agriculture. Le ministre a marqué en gros stop à l'agribashing. Il est à contre-courant, il intervient trop tard. C'était il y a 2 ans qu'il fallait faire l'agribashing. Vous êtes dans l'agri-acting. Oui, alors le ministre arrive aujourd'hui, on lui sait gré déjà de reprendre ce que nous souhaitons. Nous avons dit très tôt, il faut passer de l'agri-bashing à l'agri-acting. Les autres vont continuer à parler de ce qu'on fait mal. Nos défauts, il n'y a pas de souci, beaucoup vont les mettre en avant. Parlons-nous de ce qu'on fait bien. Nous avons fait des progrès, tout n'est pas parfait, nous le savons, mais nous sommes au travail et l'agriculture, c'est une activité de temps long. On sème une fois par an, on élève des animaux, il faut du temps pour changer les choses. Mais qui, par exemple, aujourd'hui dit que nous avons réduit de 36% l'usage des médicaments et antibiotiques en élevage en France? Nous sommes déjà un des pays les mieux classés en termes de faible utilisation et c'est nous qui avons réduit le plus. Monsieur Le Foll avait fixé un objectif de moins 25, nous faisons moins 36. L'alimentation à la française est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et nous venons pour la 3e année consécutive d'être classés comme le modèle alimentaire le plus durable. En France, la sécurité alimentaire, c'est une réalité. Donc, fort de tout cela, fort aussi de tout ce que nous faisons pour tenir les territoires avec le pastoralisme, pour maintenir la biodiversité, pour réduire les intrants tous azimuts, cette agriculture-là, elle est enviée, plébiscitée dans le monde entier. Parfois, on trouve que les Français ou certaines ONG sont un peu ingrats quand ils nous disent toujours plus vite, plus haut, plus fort, mais on veut manger moins cher. Donc, c'est aussi cet ensemble-là que nous avons pris à bras-le-corps et de multiples opérations, Agri-Demain, hashtag Agri-Demain, les fermes ouvertes avec des centaines de milliers d'enfants qui viennent visiter nos exploitations. Bref, tout ce qui peut être fait, vous-même, médias, pour relayer l'agri-acting, ces agriculteurs qui sont consciencieux et qui ont vraiment pris à bras-le-corps tous les sujets environnementaux. Cette semaine a été annoncé un point vraiment surprenant. Les éleveurs qui conseillent de devenir flexitariens. Une posture ou réellement une volonté d'évolution? C'est une volonté d'évolution et c'est surtout faire le constat que beaucoup de Français, nous-mêmes, sommes flexitariens. Nous ne mangeons plus de la viande à chaque repas. Nous en mangeons tous les jours pour beaucoup d'entre nous. Mais la viande, en manger et en manger mieux, c'est le slogan qu'ils ont choisi. En France, toute viande est accompagnée de légumes. On ne mange jamais de viande sans légumes. Donc, oser dire oui, nous sommes tous flexitariens, c'est ne pas apparaître comme inconditionnel de la viande, quelle qu'elle soit et où que ce soit, mais vivre avec son temps. Nous vivons avec nos amis, nos enfants, nos parents qui changent de mode d'alimentation. Mais la consommation de viande est essentielle pour la santé à tous âges, pour des raisons diverses. De plus en plus de diététiciens le disent et le disent très bien. Des parents sont condamnés quand ils élèvent leurs enfants en mode vegan et qu'ils risquent de mourir. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience. Puis derrière tout ça, on voit bien qu'il y a des ayatollahs anti-viande, anti-élevage. Et là, nous ne pouvons pas être d'accord. Toute dernière question, c'est vrai que quand on regarde un peu l'évolution aujourd'hui du monde agricole, on a l'impression qu'il y a toujours un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur. C'est-à-dire qu'à la fois ça freine un peu, puis à un moment donné c'est capable d'accélérer assez rapidement. On le voit avec les flexitariens. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut renouveler un peu la façon d'évoluer dans le monde agricole? Moi j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui tout le monde a le pied sur l'accélérateur.
quand on voit le dernier congrès des céréaliers qui a acté d'aller vers des démarches de certification de bonnes pratiques agricoles, l'association HVE Développement regroupant de plus en plus d'acteurs qui dit oui, nous sommes prêts à certifier, même Michel-Édouard Leclerc qui promeut la certification environnementale, l'agriculture du vivant, sol vivant, bref, tous azimuts, oui, le mouvement est engagé. Par contre, nous avons le pied sur le frein pour des réglementations imbéciles qui existent encore et qui pénalisent l'agriculture. Donc, faire mouvement, c'est engagé, mais être exigeant aussi pour que la France ne s'isole pas au niveau européen et prenne des décisions toute seule. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ce qui se passe en pommes de terre en ce moment. Les Belges viennent planter des pommes de terre en France avec des semences belges, des produits phyto belges, du carburant belge dans leurs tracteurs et ils ramènent toutes les pommes de terre pour être transformées de l'autre côté de la frontière. Et comme disent mes copains du Nord, c'est Panzer Patate, des grosses usines de pommes de terre tout le long de la frontière belge parce que c'est beaucoup plus simple de faire. Eh bien ça, c'est le repli de l'agriculture, c'est ce que nous ne voulons pas. Et quand nous avons eu le slogan « N'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas chez nous », ça veut dire, puisque les Français et les pouvoirs publics sont exigeants pour une agriculture premium et de qualité, eh bien, n'importons pas ces produits venant d'ailleurs, qui ne respectent pas du tout les mêmes règles. Ce serait une tromperie à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour nous, producteurs. Et beaucoup de poids lourds sur la route aussi, près de Lille. Juste pour finir, le Brexit, il semble qu'on s'oriente vers un scénario plutôt sombre. Inquiet ? Oui, très inquiète et c'est effectivement très préoccupant. Je crois que si les conséquences du Brexit avaient été expliquées correctement à tous les Britanniques, eh bien, il n'y aurait pas eu ce vote-là de sortie de l'Union européenne. Donc nous sommes inquiets à de multiples titres. D'abord parce que c'est une contribution moindre au budget de l'Union européenne, parce que nous risquons d'avoir des contrôles douaniers plus lourds, plus importants, complexité pour exporter vers la Grande-Bretagne. Les secteurs les plus touchés sont la pêche, mais en viticulture, 1,3 milliard de soldes positifs vis-à-vis de la Grande-Bretagne. C'est très pénalisant pour notre secteur. Deuxième secteur impacté en matière agricole, le secteur laitier avec moins 800 millions d'euros, puis les fruits et les légumes. Et pour nos entreprises agroalimentaires, ce serait des faits immédiats, c'est-à-dire c'est dès le 1er avril. Donc nous ne savons pas ce qui va se passer réellement. Michel Barnier négocie au mieux, nous l'avons rencontré dimanche. Faut-il un délai supplémentaire? Faut-il réenvisager les choses? Je ne sais pas, ça relève du politique. Toujours est-il que j'ai rencontré mon homologue Minette Batters, présidente des agriculteurs anglais, extrêmement inquiet. Donc les politiques se bataillent, on les voit à la télé s'écharper, mais les agriculteurs, eux, font leur compte et sont très inquiets. Christiane Lambert, merci beaucoup. Puis je vous souhaite une très bonne fin de salon. Merci. Merci. Merci bien. Merci à vous.